Plus rien ne serait jamais comme avant. Le 14 octobre 1066 est l'une des dates les plus célèbres de l'histoire de l'Europe. Un extraordinaire document relate l'histoire de la terrible bataille d'Hastings, ainsi que les événements qui l'ont précédée. Un récit partisan, unique en son genre. Mais pour les grands vainqueurs de 1066, l'histoire ne s'arrête pas là. Une nouvelle force militaire est née en Europe. Elle mènera d'autres campagnes victorieuses qui lui vaudront de prestigieuses conquêtes. Ces hommes influenceront profondément l'histoire de l'Europe. Et pourtant, ils disparaîtront peu à peu des territoires qu'ils ont conquis. Et leur déclin restera un mystère. La bataille d'Hastings est sans doute l'une des plus longues de toute l'histoire médiévale. La bataille de 1066 a donné lieu à un massacre qui a marqué l'Europe entière. La plupart des familles de la noblesse et de l'aristocratie anglaise ont été emprisonnées puis mises à mort, et les survivants ont fui à Constantinople, l'actuel Istanbul. L'Angleterre s'est retrouvée sous la domination absolue d'un seigneur de la guerre particulièrement féroce. Guillaume était un chef militaire accompli. Il était capable d'allier la stratégie la plus fine au courage le plus intrépide. La propagande de l'époque présentait l'Angleterre comme un pays anglo-saxon rétrograde, où l'on vénérait des saints inconnus et où l'architecture restait désespérément primitive. Bref, les Normands voyaient l'Angleterre comme un pays arriéré dont ils se proposaient d'être les sauveurs. Le puissant roi Charlemagne meurt en 814. L'empire carolingien sur lequel il régnait se désintègre peu à peu. Tandis que son vaste domaine se disloque, l'Europe est plongée dans le chaos. Puisqu'aucun seigneur n'est jugé digne de régner sur la totalité du territoire, l'ancien empire est divisé entre les trois petits-fils de Charlemagne par le traité de Verdun en 843. Le royaume de l'Ouest est attribué au roi de France, mais en réalité, celui-ci ne possède qu'un territoire considérablement réduit. Il est malgré tout le roi de France, suzerain absolu des multiples dynasties qui ont fait leur apparition. Les règles de la féodalité s'établissent peu à peu. En France tout particulièrement. Le roi en est le souverain suprême. Au château de Caernarfon, au Pays de Galles, l'ancien système féodal est encore fièrement célébré de nos jours. I, Charles, Prince of Wales, do become your liege man of life and limb, and of earthly worship. And faith and truth I will bear unto thee, to live and die against all manner of folks. Ce jour-là, cette cérémonie traditionnelle est reconstituée pour le plaisir de tous, à l'exception de quelques détracteurs. Devant son monarque, le prince prête solennellement un serment de loyauté et de soutien militaire. Dans l'Europe du Moyen-Âge, un tel serment est sacré, car le souverain est investi d'un pouvoir semi-divin. La terre est un don de Dieu.
Le roi de France règne sans partage sur son territoire, si restreint soit-il. Cependant, les règles féodales importent peu aux yeux des habitants de la Scandinavie, berceau d'origine des Normands. Depuis des siècles, les côtes du nord et de l'ouest de l'Europe subissent sans relâche leurs assauts guerriers. Ce sont d'excellents marins, habitués à la haute mer et de redoutables ennemis. Au sein d'un empire désormais fragmenté, personne n'est vraiment capable de leur résister. Dieu Tout-Puissant, protège-nous de la colère des Vikings. Telle est la prière qui s'élève des régions côtières. Les monastères en bord de mer sont particulièrement exposés, tel celui du Mont-Saint-Michel, régulièrement dévasté. Mais à l'intérieur des terres, les lieux de culte subissent aussi de nombreuses attaques, comme Jumièges près de Rouen. Les moines finissent par fuir en masse, rassemblant leurs derniers trésors et abandonnant leur superbe monastère au déclin et à la ruine. Un seigneur de Norvège nommé Roland est le premier chef viking à envahir la région. Cet homme gigantesque ne connaît ni la peur ni la pitié. On le considère généralement comme la figure fondatrice du peuple normand. Paris devient une proie aux yeux de ce redoutable chef de guerre, et le roi de France ne peut se permettre de l'ignorer. Comme toute solution militaire est exclue, un accord est conclu dès 911. Roland et son peuple se voient attribuer les terres de Normandie, à la condition qu'ils les défendent contre de futurs envahisseurs. En échange de quoi, le seigneur norvégien doit reconnaître le roi de France comme son suzerain et lui prêter le traditionnel serment d'allégeance. Roland le païen doit aussi se convertir au christianisme. Les Normands n'y voient aucune objection. Le chef viking est donc baptisé lors d'une cérémonie solennelle à la cathédrale de Rouen. Roland célèbre ensuite l'événement à sa manière, en massacrant quelques centaines de prisonniers. À sa mort, sa dépouille sera enterrée à la cathédrale de Rouen. Il est sans conteste le fondateur d'un peuple dont l'histoire ne fait que commencer. Si Roland et ses descendants se conduisent le plus souvent en mauvais chrétiens, ce sont en revanche de fervents défenseurs des symboles du christianisme. Dès le traité signé avec le roi de France, ils entreprennent de restaurer les monastères et de leur rendre leur splendeur d'autrefois. Saint Michel, l'archange armé d'une épée, devient bientôt le saint patron des Normands, qui ne ménagent pas leurs efforts et dépensent sans compter pour reconstruire le monastère qui lui est dédié. Mais comme souvent dans l'histoire du peuple normand, derrière cette bonne volonté apparente se cache une stratégie politique inavouée. Peu à peu, les nouveaux seigneurs de Rouen, c'est-à-dire Roland et ses descendants, ont commencé à restituer au monastère les territoires qui leur avaient été confisqués. Ainsi, la dynastie de Roland s'est alliée à l'Église et a obtenu son soutien. Cette alliance était essentielle, car les abbés